Bonjour à tous. La situation en Afghanistan est en ce moment au cœur de l'actualité internationale. Des images chocs circulent. Certains pays sont en train d'accueillir des Afghans fuyant les talibans. Pour parler du sujet, je suis aujourd'hui avec Brice Andlauer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Brice, journaliste indépendant. Vous avez notamment travaillé avec iTélé pendant 4 ans. Et là, actuellement, vous travaillez beaucoup pour la RTS et France Culture. Avec vos reportages, vous avez pu aller en Iran, en Turquie, à Cuba et logiquement en Afghanistan. Mais vous êtes aussi le co-auteur de Tarjiman, une trahison française aux éditions Bayard. Alors Tarjiman, c'est Interprète en langue dari. Ce livre, c'est une enquête sur l'abandon des interprètes afghans ayant servi la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce scandale d'État? Ouais, ce scandale d'État, on a utilisé ce terme avec Quentin Muller parce qu'il dure depuis maintenant 2012, depuis le retrait des forces françaises d'Afghanistan. Il y a vraiment un sentiment de trahison auprès des personnes qui ont travaillé pour l'armée française, puisque la promesse des forces occidentales, quand elles sont allées en Afghanistan, c'était d'apporter la paix et une transition démocratique, ce qui n'a vraiment pas été le cas. Et surtout, la plupart des gens qui se sont exposés, qui ont pris des risques, qui ont mis leur vie en danger pour travailler avec la France et pour d'autres forces occidentales, ont été abandonnés pour la plupart. Sur les 800 interprètes qui ont été employés pour l'armée française, il y en a un peu plus de 200 seulement qui ont été rapatriés. Alors justement, ils ont des visas leur ont été refusés à ces personnes-là. Pourquoi? Il y a une diversité de raisons. Au début, on était dans une incompréhension totale. Il nous a fallu plusieurs années d'enquête pour comprendre. Il y a à la fois un manque de volonté politique très clair, une forme de désintérêt sur fond de xénophobie aussi, qu'on a pu s'en rendre compte. On n'a jamais pris ce problème à la hauteur de ce qu'il représentait. On n'a jamais considéré non plus la menace et le risque de ces personnes pour ce qu'elles représentaient vraiment. On les a souvent considérés comme des menteurs aussi, qui voulaient venir en France uniquement pour des raisons opportunistes. Mais au fond, il y a aussi une réelle peur, panique du ministère des Armées de créer un précédent juridique qui les obligerait à protéger les interprètes sur leur futur théâtre de conflit. On reviendra sur le sujet justement, mais pourquoi avoir fait une telle enquête justement? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et à publier ce livre? Il y avait vraiment un sentiment de choc au début. Et une forme de sidération aussi quand on a découvert... nous, on a découvert cette histoire un peu tard. En plus, on l'a découvert en 2017. Ça faisait déjà plusieurs années qu'il y avait des interprètes qui étaient abandonnés. Et on a découvert, voilà, au détour d'une dépêche AFP, qu'il y avait des interprètes qui manifestaient conjointement à la fois à Paris, ceux qui avaient pu revenir, les quelques-uns qui avaient pu revenir, et ceux à Kaboul qui étaient encore coincés, donc devant l'ambassade et devant l'Assemblée nationale. Quand on a découvert ça, on est un peu tombé de notre chaise en se disant mais comment est-ce que c'est possible, sachant les précédents historiques qu'il y avait sur des abandons, voilà, quand des forces occidentales se déploient. On a entendu des histoires similaires au Vietnam, en Algérie. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous parlait. On avait tout de suite la sensation qu'il y avait une portée un peu historique avec ce sujet, qu'il y avait quelque chose, que c'était pas juste une histoire de quelques personnes abandonnées, qu'il y avait quelque chose de plus important de ça, et peut-être un peu des grands mots comme des histoires de morale ou de devoir. Enfin, je sais pas s'il y a eu quelque chose d'un peu d'instinctif qui nous a poussé à aller un peu plus loin, et puis surtout, on voulait vraiment comprendre pourquoi ces interprètes avaient été abandonnés. Le co-auteur, du coup, Quentin Muller, a déclaré sur France Info que 800 à 1067 personnes ont travaillé pour la France lorsque nos troupes étaient déployées en Afghanistan. Énormément de visas ont été refusés à ces personnes qui ont aidé la France, et depuis la prise de Kaboul par les talibans, certains avocats assurent qu'aucun d'entre eux, ou du moins une infime partie, n'a été rapatrié. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ça? Un sentiment d'injustice. Après, c'est pas, moi, je suis journaliste, je fais surtout, je relaye des faits, j'enquête. Le constat que vous venez de dire, voilà, je le partage, j'essaye de le mettre sur la table, de poser des questions, demander pourquoi. Et en fait, il y a aussi de l'incompréhension, c'est-à-dire que ce sentiment la réponse à cette question pourquoi, on l'a jamais vraiment eu. On l'a compris, on l'a déduite à travers nos enquêtes, mais on n'a jamais eu de réponse officielle de pourquoi est-ce qu'on les abandonne. Lors du discours d'Emmanuel Macron le lundi 15 août, il a assuré que les personnes ayant travaillé pour la France seraient évacuées. Pourquoi notre président a-t-il attendu qu'un événement de cette ampleur arrive pour rapatrier justement les gens qui ont pu aider la France? L'ironie, c'est qu'il n'a pas attendu en fait, le 15 août pour en parler. Il en avait déjà parlé dans sa campagne de 2017, au détour d'une vidéo Facebook sur l'Algérie, en qualifiant cette situation de faute et de trahison. Donc il avait déjà eu des mots assez forts. C'était juste avant son élection. Suite à cette phrase qui a été reprise par les avocats pendant son élection, ça a déclenché une troisième vague de rapatriement. Il y en avait eu une en 2012 et une en 2015. Qui s'est poursuivie entre 2018 et 2019, elle fait suite à cette phrase, mais c'était toujours insuffisant. Et il y a toujours des interprètes qui sont dans la même situation. Ils reprononcent à nouveau une phrase forte pour le dire, mais on voit que dans les faits, à l'heure à laquelle on se parle, c'est toujours très compliqué à mettre en pratique.
Et est-ce que vous savez pourquoi justement une telle complication à ce niveau-là? Alors là, aujourd'hui, la situation est différente d'il y a quelques années, évidemment. C'est-à-dire que si on s'en avait voulu s'en occuper bien il y a quelques années, on aurait pu le faire assez facilement. Là, effectivement, aujourd'hui, l'ambassade de France est calfeutrée enfin barricadée même dans l'aéroport de Kaboul. J'ai beaucoup de mal à avoir des informations précises et sourcées, donc je suis très prudent sur ce que je dis. Ils sont dans une situation assez chaotique. On parle d'organiser des navettes sécurisées militaires pour aller chercher des gens à l'extérieur de l'aéroport, les ramener dans l'aéroport, parce que même les gens qui ont des laissez-passer n'arrivent pas à accéder à l'aéroport. Ça ne suffit pas, il faut d'abord qu'ils passent des checkpoints talibans, ensuite des checkpoints de l'armée américaine qui ne les laissent pas toujours passer. On a des interprètes qui ont un laissez-passer, qui doivent monter dans un avion et qui n'arrivent pas à accéder à l'aéroport aujourd'hui. Donc là, la situation, elle est un peu plus compliquée qu'il y a quelques années. Vous avez des nouvelles un petit peu de justement la situation là-bas? Oui, j'en ai, mais de façon assez parcellaire, par des avocats, par des Afghans que je connais sur place. Mais je suis un peu comme vous, je découvre des images assez choquantes tous les jours et j'ai pas des informations beaucoup plus fiables que les journalistes qui sont sur place. Et, enfin, à part vous dire que c'est le chaos et que voilà, c'est un désastre humanitaire sans nom, je peux pas en dire beaucoup plus. Alors en rapport encore une fois avec notre président, depuis le début des rapatriements, il poste des photos d'Afghans arrivant en France régulièrement avec des descriptions comme nous vous le devons, c'est l'honneur de la France, etc. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'Emmanuel Macron reconnaisse et agisse, ou est-ce que vous sentez une part de peut-être d'hypocrisie entre gros guillemets de sa part après toutes ces années de refus de visa, etc. Il est dans son rôle de chef d'État. Effectivement, on ne va pas dire que c'est mal de rapatrier des gens qui doivent être protégés, des magistrats, des activistes, des femmes qui sont menacées. Enfin, tous ces gens-là, oui, moi, quand il dit nous vous le devons, je suis d'accord avec lui. C'est pas du tout la question. Ensuite, oui, est-ce qu'il y a de l'hypocrisie dans la bouche des politiques à chaque fois qu'ils disent quelque chose? On peut toujours pointer ce qu'ils disent d'hypocrite à chaque fois. Moi, après, ce sur quoi je voudrais me concentrer, c'est voilà, honorer les promesses qui ont été faites. Il y a plus de 160 interprètes là, qui demandent, anciens auxiliaires des armées françaises, qui risquent une mort à coup sûr quand les talibans reprendront définitivement le pouvoir à la fin du pont aérien dans quelques jours. Il faut faire le maximum pour les protéger, point. Pour le média L'Indépendant, vous avez déclaré: il y a une volonté du ministère de la Défense d'en rapatrier le moins possible puisqu'ils ont peur de créer un précédent juridique. Vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Alors ça, c'est un peu le point clé de notre enquête avec Quentin Muller. Quand on cherchait les raisons pour lesquelles le ministère avait refusé d'en rapatrier, c'est ce qui est ressorti. On est tombé sur des notes du service juridique du ministère des Armées, de la direction des affaires juridiques plus précisément, qui mettaient en garde contre ce risque. En fait, et on s'est rendu compte au détour d'une commission d'enquête parlementaire aussi, de députés qui ont pu obtenir des chiffres. Aujourd'hui, il y a plus de 3600 interprètes qui sont employés par l'armée française en ce moment sur d'autres théâtres de conflit, donc principalement au Sahel, mais à d'autres endroits. Et en fait, il y a une volonté. C'est pas qu'on ne veut pas les rapatrier, enfin, encore c'est discutable, mais en fait, on ne veut pas apporter de réponse globale. Si on apporte une réponse globale et automatique, à savoir accorder le statut de réfugié, par exemple, à toutes ces personnes qui sont éligibles au statut de réfugié, ce serait très très simple d'envoyer une équipe de l'OFPRA. Ils sont éligibles à la Convention de Genève. Enfin, voilà, les conditions sont réunies, mais on ne l'a pas fait. On a voulu créer des procédures ad hoc, des procédures qui n'avaient jamais été utilisées avant, avec des critères complètement flous et complètement obscurs, ce qui a permis de dire on va prendre celui-ci, 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 mais jamais de dire vous êtes en danger du fait de votre travail, donc on va vous rapatrier. Ça, on n'a jamais voulu le dire et ils ne le diront jamais. Maintenant, on en a la certitude, puisqu'ils ne veulent surtout pas que ça se crée sur des prochains conflits, puisque voilà, il y a des enjeux de recrutement, de confiance, d'argent aussi, parce que ça veut dire, voilà, il y a toujours cette peur un peu panique du fameux appel d'air, qui est un peu agité aussi par le ministère de l'Intérieur sur les questions de migration, en disant, voilà, mais que va-t-on faire sauf que derrière, ça pose aussi des questions d'honneur. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je trouve que ça pose une question philosophique à laquelle j'ai pas la réponse, mais une question essentielle pour les spécialistes de la défense, c'est comment travaille-t-on dignement avec des gens qui nous aident sur place dans un pays qu'on ne connaît pas? Et justement, ces personnes qui ont travaillé pour nous, très brièvement, est-ce que vous savez quelle est leur situation là-bas? Est-ce qu'ils peuvent se sentir menacés, les Afghans qui ont travaillé pour l'armée française? Et ils sont menacés au plus haut point. Il y en a un qui s'est fait exécuter qui a été assassiné au mois de juin. Un interprète de l'armée américaine aussi s'est fait décapiter le mois dernier. Les talibans ont fait des déclarations très très claires. On a des membres de la famille qui ont été assassinés des fois. Alors les talibans sont revenus sur leurs déclarations en disant qu'ils n'allaient pas s'en prendre aux interprètes, mais on sait très bien qu'ils sont dans une campagne de communication en ce moment pour s'acheter une bonne image auprès de l'Occident. Et on sait très bien qu'on ne peut pas leur faire confiance. Il y a déjà du porte-à-porte qui est en ce moment en train de se passer à Kaboul pour retrouver les personnes qui ont travaillé avec les étrangers. Ils risquent une mort certaine.
Donc la situation là-bas est très grave. Merci beaucoup Brice d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et co-auteur de Tarjuman, une trahison française. À bientôt. À bientôt. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.